Oui, donc bonjour à tous. Bienvenue au département de géologie et de génie géologique à l'Université Laval, là, dans le cadre de la journée porte ouverte. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Super, oui. Donc, mon nom, c'est Jean-Michel Lemieux, puis je suis le directeur du programme de baccalauréat en génie géologique. Ce que je propose ce matin, dans le fond, c'est de faire une petite présentation là, de nos programmes, de notre département. Présentation d'environ 20-30 minutes. Puis ensuite, si vous avez des questions, je vais être là pendant encore une bonne demi-heure, puis on va avoir l'occasion d'échanger puis de répondre à vos questions. Par contre, avant de débuter, j'aime toujours faire un petit tour de table, si on veut, ou en tout cas faire un petit tour là, avec les participants pour juste pour qu'ils s'y nomment, puis que vous mentionniez de quelle région vous venez, puis simplement pour savoir à qui un petit peu je m'adresse, là, puis rendre la présentation plus conviviale. Donc, si vous voulez, chacun votre tour, là, de manière spontanée, là, vous pouvez juste comme brièvement vous présenter, puis dire si vous êtes au cégep ou à quel endroit vous êtes présentement, puis dans quelle région. Commence par Clovis, tiens, je te vois en haut à gauche. Bonjour, moi c'est Clovis Duval. Je viens de la région de la Montérégie. J'habite à Saint-Hyacinthe et je suis en sciences de la nature au Cégep. Super, merci. Donc, allez-y spontanément. Allô, moi c'est Charles Alexandre Comeau. Je suis présentement étudiant à l'UQTR en génie industriel. Mais là, je comptais changer peut-être en génie géologique. Puis c'est ça. J'habite à Trois-Rivières. Je suis intéressé là, par le programme. Super, merci. Moi, je m'appelle Jean-Raphaël Doyon. J'ai étudié au Cégep Beauce-Appalaches, puis je suis en sciences de la nature aussi. Oh, super, merci. Bonjour, moi c'est Roxane Légaré. Présentement, je suis arrêtée des études, mais moi je vis à Val-Pélair, puis c'est ça. Excellent, merci. Bonjour, moi c'est Timbul, je viens de France, plus précisément de Grenoble, et dans le cadre d'études à l'étranger, je voulais en savoir plus sur cet aspect géologique. Super, excellent, merci. Bonjour, moi c'est Michael. Je suis présentement en génie logiciel à l'Université Laval, puis je regardais peut-être pour génie géologique. OK, excellent. OK, donc je vois qu'il n'y a plus personne qui prend la parole. Donc, je vais y aller tout simplement avec ma présentation. Puis, comme je l'ai mentionné, là, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions par la suite. Donc, je vais partager ici mon écran. Donc, dites-moi si vous voyez bien la présentation. Ça a l'air bien, oui. Bon, excellent. Donc, ici, c'est la journée porte ouverte. Donc, on va parler des programmes de géologie et de génie géologique offerts par notre département. Donc, on offre les deux programmes. Donc, le programme de bac en géologie et bac en génie géologique. On est la seule université au Québec qui offre les deux programmes. Donc, c'est quand même intéressant parce que, bon, on verra tout à l'heure un petit peu les différences, mais des fois, si on n'est pas certain du programme, on peut commencer dans un, puis, disons, changer pour l'autre, si on se rend compte après une session, qu'il y a un programme qui nous intéresse plus que l'autre, étant donné que les cours de la première session sont les mêmes pour les deux programmes. Donc, les deux programmes sont accrédités par des ordres professionnels, c'est-à-dire que lorsque vous terminez votre bac avec votre diplôme, vous êtes automatiquement admissible à l'Ordre des géologues du Québec puis à l'Ordre des ingénieurs du Québec également. Donc, le programme de géologie, c'est un programme de 3 ans, donc 90 crédits. Donc, on a 2 concentrations dans ce bac-là qui sont offertes. Donc, on a géologie des ressources minérales, puis géologie de l'environnement et hydrogéologie. Donc, c'est 2 domaines assez différents. Il y a moyen aussi de faire un cheminement sans concentration en prenant uniquement des cours qui nous intéressent là, dans ces deux sujets-là. Il y a un stage qui est obligatoire aussi pendant le bac. Vous verrez, là, c'est assez facile de trouver des stages là, en géologie et en génie géologique présentement. Donc, en génie géologique, le bac a une année de plus. Donc, on parle de 4 ans, 120 crédits. Donc, il y a 3 concentrations qui sont offertes.
Il y en a une qui c'est exploration des ressources minérales, donc un peu semblable au bac en géologie. Seconde qui est environnement et ressources en eau, qui est également semblable un petit peu à ce qu'on voit en géologie. Par contre, on a une troisième concentration qui est exclusive au génie géologique, qui concerne plus la géotechnique, les géomatériaux et les risques naturels. On a également un stage obligatoire, possibilité d'en réaliser jusqu'à 4 là, pendant le bac. Donc, vous demandez peut-être qu'est-ce qui va distinguer la profession de géologue puis d'ingénieur géologue. Bon, dans les faits, les deux peuvent travailler dans les mêmes disciplines, peut-être à l'exception du domaine des risques naturels et de la géotechnique, qui est une discipline qui est réservée aux ingénieurs géologues, puis qui est partagée aussi avec les ingénieurs civils. En génie civil, ils vont aussi s'intéresser à ces problèmes-là avec une perspective un petit peu différente de l'ingénieur géologue. OK, mais autrement, les grandes différences entre les deux programmes, c'est entre les deux, entre la formation de géologue et d'ingénieur géologue, c'est surtout au niveau de la formation. Au niveau des emplois qu'on peut obtenir par la suite, ça peut être assez semblable. Mais au niveau de la formation, je dirais en génie, c'est une formation qui est beaucoup plus quantitative. Donc, on a beaucoup de cours de mathématiques, en statistique, mathématiques de l'ingénieur, 1, 2, analyse numérique. On a des cours quantitatifs comme mécanique des sols, mécanique des roches, mécanique des fluides, analyse économique. Tandis qu'en géologie, ben, c'est plus un bac en sciences fondamentales, si on veut. Donc, oui, on va pouvoir travailler ensuite, et puis on a des connaissances qui vont être utiles pour résoudre des problèmes, mais on va avoir des connaissances plutôt dans le domaine de la science fondamentale, donc des cours de géologie supplémentaires comme métamorphisme, un cours de cartographie avancée, des cours de paléontologie, évolution, donc des choses comme ça, des cours de cette nature-là ici. Donc, notre formation, dans les faits, c'est quoi? Donc, on repose beaucoup sur les sciences fondamentales que vous avez apprises au cégep, donc physique, chimie, mathématiques. Par contre, on va aller bonifier ça avec des connaissances supplémentaires sur l'identification des minéraux, l'identification des roches, l'identification des sols aussi, puis leurs propriétés aussi, géotechniques, géomécaniques. Tout ça dans le but de résoudre des problèmes pratiques en lien avec l'environnement naturel. Donc, ça va reposer beaucoup sur la prise de données en milieu naturel. Donc, on va aller sur le terrain, faire des observations, réaliser des forages, puis éventuellement ramener l'information au bureau, utiliser des outils quantitatifs, des outils informatiques pour concevoir les solutions aux problèmes qui nous sont confiés. On verra tout à l'heure quel genre de problème on peut résoudre lorsqu'on a des formations en géologie puis en génie géologique. Je vous avertis d'avance, ce n'est pas seulement que travailler dans des mines ou faire de l'exploration minérale. C'est assez vaste là, ce que les géologues et les ingénieurs géologues peuvent faire. Si je vous mets des petites photographies, simplement pour illustrer un petit peu la nature des équipements, des travaux qu'on réalise, uniquement pour vous donner un petit peu la saveur là, du travail du géologue puis de l'ingénieur en géologie. Donc ici, c'est de l'équipement qui est utilisé, par exemple, dans le domaine de l'environnement, où on va s'intéresser, par exemple, à l'exploitation des ressources en eau souterraine ou la réhabilitation des terrains contaminés. Donc, on va forer des puits, comme ça ici, qui vont nous permettre d'aller prélever de l'eau ou d'injecter des produits pour traiter l'eau souterraine qui pourrait être contaminée. Donc, on utilise des équipements comme ça pour contrôler ce qui se passe là, dans le sous-sol. Donc, on va avoir des systèmes d'acquisition de données, de l'équipement quand même assez technologique. Ça repose beaucoup aussi sur la visualisation ou la représentation visuelle de ce qui se passe en profondeur, parce qu'en géologie, en fait, on étudie le sous-sol, donc c'est quelque chose qui n'est pas visible d'emblée. Donc, nous, on va essayer d'imager qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol, la nature des roches, l'épaisseur des couches, etc. Donc, on va utiliser des représentations un petit peu nouvelles que vous connaissez peut-être un peu moins, qu'on utilise moins, disons, en géographie traditionnelle, des représentations plus tridimensionnelles. Donc, ça demande une certaine aisance là, à se représenter les choses là, disons, de manière tridimensionnelle dans l'espace. Donc, la formation, nous, qu'on offre au département, dans le fond, c'est une formation qui est quand même assez pratique. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des cours théoriques qui sont importants, mais la grande majorité de nos cours théoriques vont être appuyés par des laboratoires aussi pratiques. Donc, 3 heures de théorie, 3 heures de laboratoire. Souvent aussi, il va y avoir des sorties de terrain dans le cadre des cours.
Donc, un cours théorique, une sortie de laboratoire. Puis, il y a même des cours qui se passent complètement sur le terrain aussi. Donc, on a un cours en génie qui s'appelle méthode de terrain. On a un camp de cartographie géologique. Il y a un camp de cartographie avancée, qui est un cours option. Possibilité de faire même une excursion à l'international, excursion géologique. On a une belle collection aussi de roches et minéraux pour l'enseignement, puisque dans les faits, on a le musée de géologie René Bureau, qui a la plus belle collection de roches et minéraux de tout le Québec, puis une des plus belles au Canada. Même des spécimens uniques là, au monde là, dans notre musée. Tout ça, ça date, c'est en lien avec l'historique de l'Université Laval, en lien avec le petit séminaire de Québec, là, qui a plus de 350 ans là, d'existence. Donc, des petites photographies, à quoi ça peut ressembler une excursion dans le cadre d'un cours. Donc, on part en autobus. Ici, c'est un cours sur les géomatériaux, donc on s'intéresse aux granulats qui sont utilisés pour faire là, du béton. Donc, on visite une carrière, donc avec un intervenant là, qui donne des explications. Ici, bon, c'est une excursion sous terre, donc dans une mine. Donc, il y a un cours, en fait, d'une semaine qui a lieu en Abitibi-Témiscamingue, où on visite des mines, puis on étudie des gisements, etc. Donc, même si ce n'est pas tout le monde qui va aller travailler dans ce domaine-là, mais on l'apprend puis on l'étudie quand même là, dans les deux bacs. Puis, c'est vraiment intéressant là, parce qu'on a vraiment une bonne idée là, de qu'est-ce que l'industrie minérale là, après cette semaine-là sur le terrain. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a un stage obligatoire dans les deux bacs. Donc, au département de géologie de génie géologique présentement, puis en fait, même depuis, je dirais, presque les 10 dernières années, on a le plus haut taux de placement de toute la faculté des sciences et génie. C'est-à-dire qu'il y a plus d'offres de stages même que d'étudiants pour occuper ces stages-là. Donc, c'est des stages qui sont rémunérés. Le salaire moyen est environ 22,50 $. Puis, comme je l'ai mentionné, il y a 70% des étudiants du bac qui font un stage pendant l'été. Puis ça ne compte pas ceux qui ont un emploi en lien avec leur domaine, mais qui ne le font pas reconnaître comme un stage. Parce qu'une fois qu'ils ont fait leur premier stage, ben, ce n'est pas tout le monde qui veut en faire créditer un deuxième. Donc, les stages sont très diversifiés. C'est-à-dire que puis à l'Université Laval, il y a le service de placement de l'Université Laval, en fait, qui diffuse les offres de stage. Donc, vous pouvez recevoir des alertes. Puis, des gens qui font le suivi auprès des employeurs à chaque année pour leur rappeler ou leur demander s'ils veulent réafficher un stage. Donc, il y a comme du démarchage institutionnel qui est fait là, pour avoir une belle banque de stages là, année après année. Donc, les grands domaines de spécialisation, donc comme je l'ai mentionné, souvent la géologie de génie géologique, c'est un domaine qui est un peu méconnu. Hein? C'est pas quelque chose qui est enseigné beaucoup au cégep. Bon, un petit peu au secondaire, on voit des éléments là, de sciences de la Terre. Mais bon, dans les faits, c'est un domaine qui est quand même méconnu pour la plupart des gens. Donc, les gens pensent souvent que c'est un petit peu limité à ce qui est roches, minéraux, exploration, mines. Oui, c'est vrai. Puis, c'est un domaine qui est passionnant. Mais il y a plusieurs autres domaines assez passionnants qui sont en lien avec ces formations-là. Donc, je vous donne les grands titres ici, mais ce n'est pas exclusif. C'est très étendu, la nature du travail que peuvent faire les géologues et les ingénieurs géologues. Donc, il y a le domaine de la géotechnique et des risques naturels, qui est principalement pour les étudiants qui auront complété leur bac en génie. Je vais présenter des petites diapos sur chacun de ces grands domaines-là par la suite, mais grosso modo, c'est l'étude des propriétés mécaniques des sols en lien avec justement les glissements de terrain et leur comportement lors de tremblements de terre. Donc, les ressources minérales et énergétiques, donc c'est sur l'exploration et l'évaluation des ressources minérales. Mais on parle maintenant aussi beaucoup plus de la géothermie aussi. Donc, les géologues, les ingénieurs en géologie développent des expertises qui sont importantes pour la conception des ouvrages géothermiques. Là, on a des finissants qui travaillent dans des firmes de génie conseil là, en géothermie présentement. Donc, on a l'hydrogéologie aussi. L'hydrogéologie, c'est l'étude des eaux souterraines. Donc, l'eau souterraine, c'est la plus grande source d'eau douce au monde. Ça surpasse largement l'eau qui est contenue dans les lacs et les rivières. Donc, c'est une réserve là, importante qu'il faut protéger et mieux connaître pour pouvoir l'exploiter puis
de manière durable. Donc ça, c'est un travail qui est effectué par les géologues et les ingénieurs en géologie. Il y a le domaine de l'environnement aussi. C'est sûr que le terme environnement, c'est large, mais nous, en environnement, qu'est-ce qu'on fait? On travaille beaucoup dans le domaine de la caractérisation et de la réhabilitation des terrains contaminés. Par exemple, un terrain où il y a eu des industries dans le passé, étant donné que les pratiques à l'époque n'étaient pas les mêmes que maintenant, souvent des problématiques de sol ou d'eau souterraine contaminée. Donc, toute la caractérisation de la contamination puis la réhabilitation, c'est le travail qu'on va réaliser dans notre domaine. Il y a des gens qui vont se spécialiser aussi dans le domaine de la géophysique. Donc, ça, souvent, c'est un domaine, les gens qui s'intéressent à la physique vont souvent s'intéresser à ça. Dans le fond, c'est l'utilisation des principes physiques. C'est comme les principes, pas pour mesurer mesurer de manière indirecte les propriétés du sous-sol. Donc, on peut injecter des courants dans le sol, mesurer la résistivité du sol pour déterminer la nature du sol. Donc, chaque type de sol a une résistivité électrique qui est différente. On peut mesurer la gravité aussi, le champ gravitationnel, pour déterminer s'il y a des anomalies, donc c'est-à-dire des gisements de roches plus denses en profondeur. Donc, ceux qui aiment la physique, souvent, là, vont s'intéresser à ce domaine-là qui est passionnant. Donc, je présente quelques images en lien avec chacun de ces domaines-là, juste pour vous montrer là, à quoi, donner une meilleure idée à quoi ça correspond. Donc, je vous ai parlé du domaine de la géotechnique et des risques naturels. Donc, c'est assez fréquent, surtout au printemps, de voir dans le journal des photos un petit peu dans ce genre-là. Ici, de glissement de terrain. On voit que ça affecte quand même, là, ça peut affecter des résidences, donc il peut y avoir des fois des vies qui sont en cause. Donc, lorsqu'il y a un glissement de terrain comme ça ici, qui peut affecter les infrastructures, puis causer peut-être justement des problèmes de sécurité publique, mais la sécurité publique va dépêcher sur le terrain des ingénieurs en géologie qui vont aller évaluer l'état de la situation. Donc, les gens vont arriver sur le terrain, ils vont constater le glissement de terrain, ils vont essayer d'en comprendre les causes, ils vont déterminer l'étendue, puis ils vont déterminer s'il y a des risques que le glissement se poursuive ou non. Puis ils vont donner des recommandations à savoir est-ce que les gens peuvent réintégrer leur résidence, est-ce qu'on doit les exproprier, puis qu'ils vont faire tous les plans et devis pour reconstruire le terrain, si on veut, le stabiliser, réaménager le terrain. Donc, c'est un domaine qui est vraiment intéressant. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont travailler au ministère des Transports, ministère de la Sécurité publique, ou même qui vont travailler là, dans des firmes de génie conseil pour faire des plans et devis pour remettre le terrain en état suite à des glissements de terrain. Bon, ressources minérales et énergétiques, c'est sûr, c'est un peu la première chose qui nous vient en tête lorsqu'on pense à la géologie, génie géologique. Donc, il y a deux aspects, si on veut, en lien avec l'industrie minière. On peut faire soit de l'exploration minérale ou on peut travailler plutôt pour l'exploitation minière. C'est un petit peu différent. Donc, l'exploration, ben là, on peut travailler sur des camps comme ça ici. On fait beaucoup d'hélicoptères, on fait des traverses dans le bois, on casse des roches. On essaie de trouver des gisements ou des indices qui vont devenir des gisements, puis des projets miniers par la suite. OK, donc quand on travaille dans une mine, ben là, habituellement, on s'occupe plutôt de la production, faire la cartographie du gisement, donc peut-être faire un petit peu d'exploration, mais sur la propriété de la mine, si on veut, pour voir comment on pourrait étendre la production du gisement, des choses comme ça. Donc, lorsqu'on travaille plutôt dans une mine, ben, souvent, il y a une petite ville à côté, puis on peut opter sur le terrain. Quand on travaille en explo, ben, souvent, on fait comme des longues sorties pendant l'été pour aller là, faire nos traverses, récolter nos échantillons. Ceux qui s'intéressent à ce domaine-là, je vous encourage à lire un livre qui est sorti récemment, qui a été rédigé par deux journalistes de la presse, qui s'appelle Éléonore, une aventure moderne de chercheurs d'or. Puis c'est une mine qui a été découverte récemment au Québec par des anciens de chez nous, à l'Université Laval, qui ont découvert cette mine-là, qui l'ont mis en production, puis elle est en production maintenant. Puis ça explique tout un peu les étapes de l'exploration puis de l'exploitation minière. Donc, quelqu'un qui veut en savoir plus sur la profession, là, c'est intéressant parce que c'est hyper vulgarisé, puis ça fait vraiment bien le tour là, de ce domaine-là. OK, l'hydrogéologie. Donc, l'hydrogéologie, c'est l'étude des eaux souterraines. Donc, moi, c'est la discipline que j'enseigne à l'Université Laval. Donc,
C'est vraiment l'eau souterraine, comme je l'ai mentionné, c'est la plus grande source d'eau douce au monde. Par contre, elle n'est pas visible, donc il faut la trouver. Il faut évaluer sa qualité, il faut évaluer sa quantité, il faut la protéger, il faut concevoir des puits de pompage pour l'exploiter. Donc, tout ça, c'est le travail de l'hydrogéologue. Donc, vous voyez ici, c'est le genre de représentation typique qu'on fait en sciences de la Terre. On fait des coupes, des sections verticales qui présentent les phénomènes géologiques. Comme ici, on voit l'eau des précipitations qui s'infiltrent dans le sol pour alimenter la nappe phréatique. Puis l'eau souterraine s'écoule comme ça, latéralement, pour faire résurgence dans la mer. Donc, c'est une petite section là, ici, typique des îles de la Madeleine, là, où on travaille. Donc, on a de l'eau douce ici comme ça, mais plus en profondeur, il y a de l'eau souterraine qui est salée dû à la présence de la mer là, à côté. Les îles de la Madeleine, c'est un bon exemple de municipalité qui fait beaucoup affaire avec des hydrogéologues parce qu'en fait, il n'y a pas de source d'eau de surface sur les îles de la Madeleine parce que c'est tout petit, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de rivière. Donc, l'unique source d'approvisionnement en eau, c'est de l'eau souterraine. Puis, ils opèrent 45 puits de pompage. C'est à peu près le plus grand nombre de puits de pompage pour une municipalité au Québec. Puis, comme il y a la présence de la mer autour, ben, ils doivent la gérer de manière très fine. Puis, bon, c'est des hydrogéologues qui conduisent les études puis qui les conseillent pour l'exploitation de leur eau. Enfin, on a aussi le domaine de l'environnement qui est quand même assez lié aussi au domaine de l'hydrogéologie. Donc, comme je l'ai mentionné, le domaine de l'environnement, c'est lorsque, par exemple, un terrain sur lequel il y a eu une activité polluante dans le passé veut être réutilisé, ben, on va demander qu'il y ait une étude de caractérisation environnementale sur le terrain. Donc, on va prélever des échantillons de sol, soit par des excavations, mais aussi par des forages. Puis, on va essayer de déterminer la nature des sols. On va essayer de déterminer s'il y a de la contamination. Si oui, quel contaminant. Puis, on va essayer de cartographier cette contamination-là en plan à l'échelle du site, mais aussi en profondeur, comme je présente ici. Donc là, à ce moment-là, on fait des forages, on prélève des échantillons à différentes profondeurs, on fait une carte hein, de contours comme ça qui montre les endroits où le sol, où l'eau souterraine est la plus contaminée, comme ça ici. Puis là, ensuite, ils mettent en place des méthodes de traitement ou de gestion de la contamination. Donc, on peut excaver les sols, les traiter. On peut les traiter avec des biopiles. Donc, on fait des piles de sol. On les humidifie, on les chauffe, on met des bactéries, on les recouvre. Puis là, les bactéries vont biodégrader les hydrocarbures, par exemple. Puis pour traiter le sol, puis ensuite, on peut réutiliser le sol. Quand c'est l'eau souterraine qui est contaminée, on peut injecter de l'oxygène, puis des bactéries dans l'eau aussi pour que ça fasse de la biodégradation. Des fois, on peut injecter des savons pour laver le sol. Donc, il y a toutes sortes de techniques. C'est un domaine qui est quand même là, en constante évolution. Il y a beaucoup de bureaux de génie conseil, dans le fond, qui travaillent dans ce domaine-là à Québec puis à Montréal. Enfin, la géophysique, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, vous voyez ici le genre d'équipement. Donc, ça ici, c'est un géoradar. C'est comme un radar qu'on utilise, mettons, dans les aéroports pour voir les avions là, à proximité. Donc là, on utilise le radar pour ausculter le sous-sol. Donc, on a des antennes comme ça, donc il y a de l'électronique, on a un GPS là-dessus ici pour positionner notre système. Puis on obtient comme des échographies du sous-sol. Puis là, le travail du géophysicien, ben, c'est d'interpréter tout ça pour comprendre finalement quelle est la nature des sols, quelles sont les structures qui sont dans le sol, est-ce qu'il y a des choses enfouies qu'on arrive à voir, etc. Donc, nous, ça ne nous dit rien quand on voit une image comme ça, mais le géophysicien, lui, serait capable de vous en parler pendant à peu près 5-10 minutes là, de ce qu'il peut voir à partir de cette image-là. C'est comme un médecin spécialiste là, en échographie, si on veut. On a le domaine des géomatériaux aussi. Le domaine des géomatériaux, dans les faits, c'est l'utilisation des matériaux géologiques pour la construction. Donc, si on veut construire des digues, des remblais, des barrages, des fondations, on a besoin de matériaux. Puis, par exemple, pour construire du béton, on a besoin de granulats, de pierres concassées. Par contre, on ne peut pas utiliser n'importe quelle pierre concassée parce que selon leur composition de ces pierres-là,
bon, ben, il peut y avoir des réactions qui se produisent lorsqu'elles sont soumises à certaines conditions, puis causer des problèmes. Ici, dans la région de Trois-Rivières, vous avez peut-être entendu parler, tantôt il y avait quelqu'un de Trois-Rivières. Donc, il y a des gros problèmes en lien avec la pyrrhotite. Donc, c'est un minéral qui est contenu dans la roche qui a été utilisée comme granulat pour construire du béton qui a été utilisé comme fondation pour des résidences. Puis à cause de l'humidité, ben, ça a causé de l'expansion, puis ça a créé des immenses fissures. Puis il y a des quartiers complets qui ont été construits avec ce granulat-là. Puis présentement, il y a la plus grande poursuite aux civils de l'histoire du Canada qui est en lien avec cette problématique-là de pyrrhotite. Puis tout ça, c'est en lien avec le travail des géologues, des ingénieurs en géologie qui doivent signer des documents pour dire, OK, cette pierre-là, elle n'aura pas de problème, puis cette pierre-là, elle va avoir des problèmes. Donc, eux, ils prélèvent des échantillons dans des carrières, ils vont faire des mesures sur ces granulats-là, ils vont couper des tranches de roche, ils vont les regarder au microscope, ils vont les envoyer au microscope à balayage électronique, ils vont faire des analyses géochimiques pour savoir quelle est la nature de ces roches-là, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ils vont travailler dans des carrières aussi pour la pierre dimensionnelle, pour la construction, des choses comme ça. OK, donc je pense que ça adresse un petit peu l'étendue des types d'emplois qui peuvent être occupés par les géologues, les ingénieurs en géologie. Donc, nos finissants vont travailler où en général? Ben, ils vont aller travailler beaucoup dans les firmes de génie conseil. Je dirais que c'est pas mal le plus grand employeur pour l'instant. Donc, surtout en génie. Donc, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des matériaux, dans le domaine des ressources minérales aussi, il y a des firmes de génie conseil. Dans le domaine de la gestion des résidus miniers aussi. Donc, vraiment beaucoup de monde en génie conseil. On peut travailler au gouvernement aussi. Donc, ministère de l'Énergie et des Ressources qui vont engager quelques finissants, ministère des Transports aussi, ministère de l'Environnement, il y en a qui vont travailler chez Hydro-Québec. Puis les compagnies minières qui engagent beaucoup de gens aussi, des plus petites, des plus grosses, pour travailler sur des mines, pour travailler, si on veut, là, en exploration. Donc, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on a terminé, il y a beaucoup d'emplois en ville, mais il y a beaucoup d'emplois en région aussi. Donc, selon ce qui vous intéresse, des fois, il y a des gens qui viennent de la région, ils ont envie de retourner en région. Bon, ben, il y a des emplois en région aussi, surtout en génie conseil, parce que dans les faits, les problématiques environnementales, elles sont partout. Donc, tous les bureaux de génie conseil ont souvent des bureaux aussi en région. Puis ceux qui travaillent dans les mines aussi, bon, ben, il y a possibilité là, de travailler dans ces régions-là. Donc, c'est quoi la Monsieur, personnalité? Oui. j'avais juste une question pour vous. Les films de génie conseil, c'est quoi exactement? Firme de génie conseil, dans le fond, c'est une firme qui va, disons, se faire confier un mandat pour le compte d'une autre entreprise. Donc, imagine que toi, tu étais propriétaire d'une entreprise de bâtiment, dans le fond, comme Cominard. Là, dans le fond, tu as des centres d'achat, puis tu as des tours à immeubles. Ça, c'est toi, tu gères ça. Là, tu vas acheter un terrain pour construire un bâtiment, sauf que tu veux savoir si le terrain est contaminé. Donc, tu n'as pas cette expertise-là. Tu dis, OK, ben, je vais engager un consultant, firme de génie conseil, puis là, je vais leur demander de réaliser une étude à mon compte pour déterminer si le terrain est contaminé. Donc, le consultant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il est spécialisé en environnement, mais il va faire l'étude selon les règles de l'art, va produire un rapport, puis il va te le donner. Puis là, suite à ça, toi, tu vas dire, OK, le terrain n'est pas contaminé. Puis la preuve, ben, c'est que j'ai fait faire ça par une firme de génie conseil. Ça a été signé par des ingénieurs, sont membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ça veut dire qu'ils ont fait un bon travail. Ça veut dire que j'ai la certitude que le terrain n'est pas contaminé. Fait que, je peux procéder à la construction de mon bâtiment. Est-ce que le sol, la portance du sol est suffisante pour soutenir mon immeuble? Je vais faire une étude géotechnique par la firme de génie conseil. Eux vont prélever des échantillons de sol, ils vont faire des tests, ils vont dire, OK, voici le type de bâtiment qui peut être construit sur ce terrain-là. Tu comprends? Donc, eux, ils offrent des services de consultation professionnelle pour différents types de clients. Donc, Parfait, merci beaucoup. c'est très commun. Des firmes de génie conseil, c'est des firmes comme SNC-Lavalin, WSP, donc, c'est des gens de noms comme ça que tu peux entendre.
Personnalité type de nos étudiants. Donc, nos étudiants en tant que tels, c'est souvent des gens qui aiment les sciences naturelles, les sciences de la nature, mais qui s'intéressent peut-être à d'autres choses que la biologie, parce que c'est souvent ça auquel on était exposé au cégep. Qui aiment vraiment les sciences naturelles, mais qui ont envie de connaître quelque chose de nouveau. C'est des amateurs souvent de plein air, des gens qui aiment au département, les étudiants, là, souvent, ils s'organisent des fins de semaine, là, ils s'en vont faire du camping. On a des étudiants qui font de l'escalade, sont abonnés au Rock Gym. C'est des étudiants un peu de ce style-là. Des étudiants qui aiment voyager en général, qui aiment l'aventure. Je dirais, c'est pas tout le monde qui a cette personnalité-là, mais je dirais que il y a beaucoup de gens comme ça au département. Là, on voit les gens arriver avec leur Gore-Tex, puis on voit que c'est des gens de plein air. Des gens qui aiment travailler à l'extérieur en général aussi. En début de carrière, on va souvent travailler à l'extérieur. Par contre, avec le temps, bon, on va travailler plus au bureau, évidemment. Souvent, c'est des personnes aussi assez sociales. Donc, quand on travaille en région éloignée, ben, souvent, on est pendant une bonne période de temps avec les mêmes personnes. Donc, il faut avoir une personnalité quand même assez sociale là, pour apprécier ces moments-là. Ça prend un esprit quand même assez créatif là, pour se représenter qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol, être capable de se représenter en 3D, quelque chose qu'on ne verra jamais, être capable de le dessiner, de le représenter, travailler avec des coupes géologiques, des modèles 3D. Il faut que ça nous parle un petit peu là, pour aller dans ce domaine-là. Donc, la force de nos programmes, c'est quoi? Donc, on a des petites cohortes. À chaque année, on a à peu près une vingtaine d'étudiants en génie géologique, à peu près une dizaine en géologie. Donc, tous les étudiants se connaissent. Les profs connaissent les étudiants connaissent les profs. Au département, on a tous les locaux de cours, puis je dirais les bureaux des professeurs, le secrétariat au même étage. Puis c'est un musée en même temps. Fait que c'est vraiment un esprit de famille. Je dirais, on voit même des fois les étudiants se promener en pied de bas là, sur le département, là, juste pour vous dire. Là. Mais on est on a notre petit endroit à l'université, ce qui est vraiment bien, ce qui n'est pas pareil nécessairement pour les autres départements. On est au 4e étage, donc le dernier étage. Il n'y a pas trop de monde de l'extérieur qui viennent là. Donc, tout le monde finit par se connaître. On est le seul programme au Québec qui offre, le seul département qui offre les 2 programmes, géologie et génie géologique. Donc, c'est intéressant pour ceux qui ne sont pas tout à fait fixés. On a 9 crédits de cours au choix dans nos 2 bacs. Donc, en tout cas, en génie, de tous les bacs là, qui sont offerts au génie, on est ceux qui offrent le plus de cours au choix. Disons, mettons, à Poly ou Chicoutimi. Puis, on a un super haut taux de placement, là, autant pour les stages là, que pour nos finissants. Donc voilà, ça fait le tour de ma présentation. Donc, si vous avez des questions un petit peu plus en lien avec les conditions d'admission, des choses comme ça, moi, je ne serais peut-être pas très bon pour vous répondre, mais si vous allez sur le site là, des portes ouvertes, là, entre 11h et midi, puis de 13h à 14h, vous pouvez parler avec des gens à l'admission. Si vous voulez savoir s'il y a des cours qui vont être crédités ou en tout cas, parler de votre cheminement particulier, vous pouvez aller discuter avec eux. Sinon, pour ceux qui s'intéresseraient, jeudi prochain puis samedi prochain, on va offrir des visites du département sur rendez-vous. Donc, jeudi à 4h, puis samedi prochain à 9h, vous pouvez prendre rendez-vous. Puis, moi, je vais être là ou un de mes collègues, puis on va vous faire le tour du département là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, ça fait le tour. J'espère que je vous ai donné un bon aperçu, puis que de nos programmes. Si vous avez des questions, ben, ça me fait plaisir d'y répondre. Est-ce qu'on peut donner notre nom tout de suite pour la visite, dans le fond? Ben, je peux le noter, oui, puis il va falloir que tu me donnes ton adresse courriel, par contre. Oui, c'est bon. Parce que je pense que va falloir un petit peu officialiser le rendez-vous par courriel. Là. OK. Bon, ben, c'est tout en minuscule. Là. Jean Raff, J-E-A-N, Oui, R-A-P-H, oui. Doyon, D-O-Y-O-N. Fait que t'as pas j'écris J-E-A-N-R-A-P-H. Ouais, Doyon, D-O-Y-O-N, tout en minuscule aussi. Oui, À commercial, oui. gmail.com. OK. OK. Fait que tu vas recevoir un petit courriel là, au début de la semaine là, pour faire un suivi là-dessus. Là.
OK. Puis, ça serait-tu plus le jeudi à 4 heures ou le samedi à 9 heures? Juste pour le samedi, enfin? Samedi, OK. Ouais. Pas de problème. C'est bon. Allô, bonjour. Salut. Salut. Est-ce qu'on peut réécouter la séance? C'est enregistré? Je pense que oui, parce qu'elle est enregistrée, effectivement. Donc, là, j'avoue que pour les détails de où et quand, comment, je ne le sais pas. Mais oui. Parce que j'aimerais ça aussi. J'aurais voulu écouter les autres en génie, là, les autres conférences. Oui, 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 tout à fait. Mais non. Donc, ben, regarde, je vais me renseigner, là, puis je ne sais pas si tu veux me laisser ton adresse courriel, là, je pourrais demander qu'on t'envoie le lien. Ouais, ouais. C'est Oui, oui, j.andres2020 oui, à oui. commercial.outlook.com. OK. Donc, toi, c'est pour revoir la vidéo. Ouais. OK. Fait que tu devras avoir un courriel là, bientôt là, en lien avec ça. Là. Parfait, merci beaucoup. Moi également, j'aimerais avoir la rediffusion, si possible. Oui. Donc, on va prendre ça en note. C'est Jean-Charles, Charles-Alexandre, c'est ça? Ouais, ça va être tout en minuscule, tout collé, pas de trait d'union. Attends un petit peu, laisse-moi noter ça. Charles-Alexandre Comeau. À commercial.gmail.com. Charles.alexandre.comeau. OK. Puis ça, c'est pour la vidéo. OK. C'était trop bon, vous voulez la revoir? Ben, il y a eu de l'information, puis genre, j'aimerais ça revoir avec mon orienteur là, pour genre certains points. Là, fait que c'est pour ça. Il n'y a pas de problème. Puis il va y avoir une autre séance aussi à 1 heure, je pense. Ou à À 11 2 heures, heures. ouais. Puis à 2 heures. Moi, en tout cas, il y en a 2 autres. Puis eux autres aussi vont être rediffusés. Donc, vous pourrez choisir la meilleure. OK. Savez-vous par hasard si les autres génies aussi ils vont faire une autre édition? Je pense que oui. Normalement, là, chaque programme, il y a, je pense, 2 ou 3 vidéoconférences dans la journée, puis ils sont toutes enregistrées. Fait que je pense qu'ils vont être comme visibles là, par la OK. suite, là, C'est quelque bon. part. Les rediffusions, là, sont disponibles juste aujourd'hui ou ils vont être disponibles quelques jours? Ah, je pense qu'ils vont être comme sur YouTube ou quelque chose comme ça. Là. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Puis déjà, je pense que je pourrais l'envoyer, là, mais il y a déjà une vidéo sur YouTube là, de moi là, qui fait un peu cette présentation-là. Là. Fait un petit peu plus professionnellement. Là. On avait fait ça pendant la pandémie. Là. Donc, il y a le contenu pas mal de ce que j'ai présenté aujourd'hui qui existe déjà sur YouTube. Là, je n'ai pas le lien exactement, là, mais si tu me laisses ton adresse courriel, je pourrais te l'envoyer. Là. Puis pour la visite de laboratoire, est-ce que c'est vraiment juste nous tout seuls? On peut venir avec un accompagnateur ou. Non, tu peux venir avec qui tu veux. Là. Normalement, comment je pourrais dire, la journée porte ouverte, ça se passe à l'université, puis on peut tout visiter en même temps. Mais c'est des visites de groupe aussi, là, fait que ça se peut qu'il y ait comme 3-4 personnes. Mais habituellement, les étudiants, c'est pas rare qu'ils sont accompagnés par leur famille ou Ouais. des fois des amis. Il n'y a pas de problème. Là. Sinon, avez-vous des questions spécifiques en lien avec le programme, les Moi, emplois? j'en avais une. Oui. Ça se passe comment la conciliation famille-travail? Genre, si mettons, tu vas travailler super loin. Ouais. Tu m'as dit qu'on n'était pas obligé, là, plus tard, quand on va avoir notre bac. Oui. Bon, je dirais que là, ça, c'est quand même une bonne question, puis les étudiants ont toute cette question-là. Pour cette raison-là, la première session du bac, moi, je donne un cours qui s'appelle Profession de géologue et ingénieur géologue. Puis dans les faits, le cours, bon, je parle du programme, je parle des concentrations, je parle des stages. Mais là, après ça, j'ai comme 6 invités qui viennent parler de leur profession puis qui décrivent leurs conditions de travail. Ça, c'est une question qui leur est souvent posée, c'est comment ça se fait la conciliation famille-travail. Puis dans les faits, je dirais que oui, il y a moyen de voyager puis d'aller sur le terrain, tout ça, mais il y a moyen de le faire, de ne pas trop le faire aussi, si on veut. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut voyager beaucoup, qui va aller passer beaucoup de temps à l'extérieur, il va avoir des opportunités, ça va être très facile pour lui, mais quelqu'un qui veut moins le faire, c'est possible aussi. Je dirais, ceux qui vont travailler sur des mines maintenant, surtout si c'est des projets éloignés, ça va être souvent comme des runs. Donc,
3 semaines sur le terrain, 2 semaines à la maison, 3 semaines à la maison, sur le terrain, 2 semaines à la maison. Fait que ça va être des runs comme ça. Par contre, il y a des gens qui vont travailler sur une mine, comme à Rouen ou à Val-d'Or. Ben, eux, ils vont avoir des horaires bien normaux, là, de 9 à 5, là, 35 heures par semaine. Ils vont aller travailler à la mine, ils vont venir à la fin de la journée. Fait que tu as quand même le choix selon la nature de l'emploi que tu vas occuper. À cause, pour le génie conseil, là, il fallait pas avoir quelques années d'expérience sous la ceinture pour pouvoir genre être pris au sérieux puis travailler genre pour Lavalin ou genre des enfants comme ça. Non, ils vont engager beaucoup de finissants, puis ils vont les former. Donc, il y a comme un peu un système où les entreprises de génie conseil ils vont vouloir engager ce qu'on appelle des juniors. Donc là, les juniors vont être comme un petit peu en formation. Au début, quand tu vas terminer ton bac en génie ou même en géologie, tu vas être comme ingénieur, candidat à la profession d'ingénieur ou comme ingénieur junior pendant 2 ans. Puis là, tout ton travail va devoir être supervisé par un ingénieur senior. Fait que forcément, ça fait partie intégrante du processus de la formation d'ingénieur. Fait que les firmes de génie conseil vont engager des juniors. Ils vont leur faire faire du terrain pendant les premières années de leur carrière. Ils vont aller faire des forages, ils vont aller prélever des échantillons pour s'imprégner du terrain, puis vraiment développer cette connaissance-là. Puis éventuellement, ben, lorsque la personne va prendre de l'expérience, ben, elle va passer moins de temps sur le terrain, plus devenir comme gérant de projet, si on veut, directeur de projet, monter comme ça progressivement dans l'entreprise. Mais ils engagent des juniors. Là, toutes les entreprises de génie conseil vont prendre des finissants pour les former. Puis éventuellement, qui prennent d'expérience et qui montent là, dans l'entreprise. Bon, là, je ne te cacherai pas que présentement, il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre que, comment je pourrais dire, les employeurs, ils font des pieds et des mains pour trouver des gens. Là, fait que, les finissants ont pas mal le choix de où ils vont travailler. Là. Mais bon, c'est pas juste dans la géologie et en génie géologique. Là, c'est quand même là, dans plusieurs autres domaines présentement. Moi, j'avais plusieurs questions. Oui. La première, c'est par rapport au profil distinction internationale puis entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous y connaissez, là, mais c'est quoi la différence entre ces trois-là? Puis c'est quoi qu'il faut pour ces trois-là? Ouais, les profils, c'est un petit plus qu'on peut aller chercher pendant notre bac. C'est quelque chose qui va être inscrit sur notre diplôme, puis qui découle d'une initiative personnelle, qui peut être en lien soit avec un intérêt personnel ou l'intérêt d'avoir une petite distinction sur son diplôme pour être plus compétitif puis donner plus de valeur à son diplôme. Le profil distinction, je te dirais, c'est ce qu'ils appellent dans les universités anglophones le honors. Tu sais, quand les étudiants anglophones disent Ah bon, j'ai un bac en sciences avec honors. Ben, honors, dans le fond, nous, c'est distinction. Puis pour avoir le profil distinction dans les faits, il y a certains de tes cours à option que tu devras choisir parmi une liste de cours à la maîtrise, si on veut. Donc, c'est des cours comme plus avancés que tu vas devoir réussir. Tu vas devoir avoir une moyenne qui est très élevée aussi, puis avoir un certain classement là, au niveau de l'examen d'anglais aussi. OK? Donc, pour les étudiants les plus performants, ça leur permet, c'est ça, là, donc d'aller chercher cette concentration-là, distinction qui va être écrite sur leur diplôme. OK? Je dirais que pas la majorité, il n'y a pas tant d'étudiants qui vont le faire, là, mais ça peut arriver là, à l'occasion. Profil international, ben, c'est que là, c'était plus difficile avec la pandémie, là, mais il y a possibilité d'aller faire une session à l'étranger. Donc, lorsque c'est réalisé, ben, à ce moment-là, on a réalisé le profil distinction, international, puis ça va être inscrit aussi sur notre diplôme. Puis le dernier, c'était quoi? Entrepreneurial, je pense? Entrepreneurial, il est juste offert pour le bac en géologie. Puis honnêtement, je ne le connais pas très bien. Mais à l'Université Laval, il y a Entrepreneuriat Laval. Puis je pense que si on suit des formations, puis on développe un projet avec eux dans le cadre de notre bac, puis on prend des crédits en lien avec ça, ben, possibilité d'avoir ce profil-là qui est indiqué sur notre diplôme. Donc, il y en a un dernier aussi qui est, je pense, passage accéléré à la maîtrise. Donc, pour les meilleurs étudiants qui savent qu'ils veulent faire une maîtrise, ils peuvent prendre des cours à option
parmi des listes de cours à la maîtrise. Puis ces cours-là, ils vont être crédités pour leur bac, mais quand ils vont passer à la maîtrise, ils vont être crédités à la maîtrise aussi. Fait qu'ils vont avoir comme moins de cours à faire à la maîtrise. Fait qu'ils vont pouvoir terminer plus rapidement. Donc, pour les étudiants qui se dirigent vers ce genre de parcours-là. Là. Parfait. Puis là, vous avez parlé d'anglais, ça veut dire qu'on a un cours ou deux d'anglais? Il y a un cours d'anglais obligatoire à l'université. Il faut atteindre un certain niveau, Advanced English 2, là, en tout cas. Donc, lorsque tu arrives à l'université, éventuellement, avant de t'inscrire à ton cours d'anglais, tu as un cours de classement que tu vas devoir faire. Puis là, selon le cours de classement, bon, ben là, ils vont choisir dans quel cours tu vas devoir t'inscrire. Puis si ton classement est très élevé, bon, ben là, tu peux choisir un cours de langue autre que l'anglais, si on veut. Puis même choisir un cours à option en lien avec ton domaine d'études plutôt qu'un cours de langue. En fait, tu n'es même plus obligé de prendre un cours de langue si ton classement en anglais est assez élevé. Mais tu peux quand même en prendre un si tu veux, là, mais tu n'as pas l'obligation de le faire. Là. OK. Également, par rapport à tout ça, le français il est évalué à l'université. Hein? Ben, évaluer dans le sens que je pense que tu as l'examen. Tu as un examen, je pense qu'il faut que tu fasses à la fin du cégep pour. Non, mais ce Honnêtement, que je veux dire, c'est dans les cours, mettons, sur les rapports écrits, c'est évalué. ouais, quand même, là, chaque prof va mettre des points là, pour le français. Là. Ça varie pas mal d'un cours à l'autre, là, mais oui, souvent on enlève des points là, quand il y a des problèmes avec le français. Là. OK, parfait. Puis je voulais savoir si le diplôme est reconnu à l'international. Le diplôme, s'il est reconnu à l'international, c'est une bonne question dans les faits. Ça serait pour quel genre de situation, par exemple, pour Dans poursuivre la ses situation. études? Non, dans la situation où est-ce que je veux aménager ailleurs, puis que j'ai mon diplôme, puis que je veux Ouais, travailler dans ce domaine-là. ouais. Ben, habituellement, oui, là, je veux dire, quand tu as un diplôme en génie du Canada, là, c'est sûr que chaque pays a un système d'éducation différent, puis ils vont comme voir au niveau des équivalences, là, mais au Canada, là, je veux dire, les diplômes ont une excellente réputation. Puis habituellement, je connais bien des gens qui sont allés travailler en Europe, sont allés travailler aux États-Unis, puis il n'y a pas de problème. Là. Je dirais, c'est plus au niveau des ordres professionnels après que ça se joue. Parce que quand tu es ingénieur, il faut que tu sois membre d'un ordre professionnel. Au Québec, tu as l'Ordre des ingénieurs du Québec. Si tu vas travailler en Ontario, mais là, il faut que tu deviennes professional engineer. Donc, mais tu comme si c'était un diplôme de génie de l'Université Laval, ben, il est déjà accrédité par Ingénieur Canada. Donc, il va être déjà reconnu dans toutes les autres provinces canadiennes. Si tu vas aux États-Unis, ben, aux États-Unis, dans les faits, eux autres, ils n'ont pas ce système-là des accréditations de programme. C'est-à-dire que peu importe ta formation, tu peux devenir ingénieur, mais il faut que tu fasses un examen technique de qualification. Ça veut dire qu'ils vont avoir un examen, mettons, avec des questions scientifiques, là, techniques en génie. Là. Puis si tu le passes, tu peux devenir ingénieur professionnel, peu importe le bac que tu as. Tu comprends? Donc, nous, au Canada, c'est différent. On accrédite les programmes. Puis quand tu as un diplôme de ce programme-là, ben, tu es automatiquement admissible aux ordres professionnels. Fait que, avec les États-Unis, c'est comme ça. Les autres pays, je ne sais pas, là, mais pour les gens qui veulent travailler dans le domaine minier, il y a 5 pays au monde seulement qui ont des ordres professionnels en géologie, dont le Canada. Puis la réputation canadienne dans le domaine des mines là, est la plus grande là, avec les Australiens. Là. Fait que partout où tu vas dans le monde, ton diplôme est reconnu, ton ordre professionnel est reconnu, puis ta formation est recherchée, si on veut. Là. Parfait. Également, excusez, moi, j'ai fait des cours en archéologie, entre guillemets, au cégep. Puis, dans le fond, on a vu la stratigraphie. La géologie, comprends-tu la stratigraphie? Oui, ben c'est relié, si on veut. Là. La stratigraphie, c'est plus comme l'ordre d'empilement des couches sédimentaires, si on veut. Là. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé surtout dans le domaine de la géologie sédimentaire, sédimentologie, là, mais oui, il y a des liens là,
Il y a des liens avec ces deux domaines-là, oui. Parfait. Je sors un petit peu du programme parce que là, ça, j'ai pas réussi à trouver l'information, mais pour aller au cégep la session prochaine, est-ce qu'il faut le passeport vaccinal Tu veux dire à l'université ou au cégep? à l'université? Excusez, OK. j'ai dit cégep. Tu as dit cégep, oui. Désolée. Si ça prend, non, il n'y a pas de passeport vaccinal qui est exigé là, à l'université présentement. OK. Puis la date où est-ce que ça commence en janvier? La date en janvier, c'est une bonne question. Je crois que c'est à peu près, habituellement, ça va être le 10 janvier. Là. Parfait. Également, la session en géologie, parce que je sais que les programmes n'ont pas le même coût. En géologie, c'est à peu près combien? Tu veux dire le même coût au niveau des frais de scolarité? Oui. Puis des manuels, possiblement. OK. Non, c'est pas mal l'équivalent. Je dirais, la première session, en fait, on paye au nombre de crédits là, à l'université. Fait que là, c'est comme c'est les sessions, c'est toujours 15 crédits, c'est toujours le même coût. C'est juste que là, le programme en génie, vu qu'il y a une année de plus, bon tu vas avoir peut-être 30 crédits de plus à payer pour cette année supplémentaire-là. Mais je dirais à chaque session, c'est le même montant. Pour les cours puis les manuels, dans les faits, ça va se ressembler beaucoup là, d'un programme à l'autre. Je te dirais, c'est pas quelque chose qui est compilé parce que je sais pas quel prof qui exige quoi, là, mais ça va être pas mal semblable. Je dirais qu'il n'y a pas de différence de coût là, entre les deux programmes, à part le fait qu'il y a une année de plus, mettons. Mais les frais de scolarité pour une année pour un étudiant québécois, moi, je ne le sais même pas, là, mais je pense que c'est pas si cher. Là. Ça doit être quoi? Peut-être 1000 1500 par session, quelque chose comme ça. Là. Souvent, c'est plus les coûts d'habitants d'appartement ou quelque chose comme ça, de subsistance qui sont plus élevés, là, mais les frais de scolarité en tant que tels, c'est pas si important. Là. OK. Puis j'avais une dernière question assez touchée, là. Admettons qu'il y a une semaine où est-ce qu'on ne peut pas se présenter. J'ai entendu dire, comme je dis, c'est un oui-dire, là, que les profs mettaient bien souvent leur classe en ligne pour qu'on puisse se revisionner ou revoir les diapositives des cours. Est-ce que c'est vrai? C'est un peu du cas par cas, là, ça dépend. C'est sûr que là, avec la pandémie, tout ça, il y a eu beaucoup de cours à distance, il y a eu beaucoup de cours, je dirais, en mode hybride, des cours en mode comodal, en tout cas, toutes sortes de modes. Puis il y a eu beaucoup d'enregistrements de cours, puis ça fait en sorte que beaucoup de profs qui ont pu remettre comme ça en ligne leurs cours facilement. Donc, récemment, je dirais oui, quand même, ça s'est fait beaucoup. C'est pas obligatoire, c'est pas systématique, ça reste du cas par cas. Chaque prof peut décider qu'est-ce qu'il fait. Mais c'est peut-être dû aussi à la pandémie. Là, je pense que avec le temps, éventuellement, il va y avoir plus de cours en présentiel. Puis quand il y a des cours en présentiel, ben là, il n'y a pas de rediffusion là, parce qu'ils ne sont pas enregistrés. Là. Fait que je pense que c'est plus en lien avec la pandémie là, qu'il y a peut-être eu ça. Moi, je pense que c'est vrai, là, mais je ne compterai pas là-dessus là, pour l'avenir, là, mettons. OK. Puis présentement, les cours sont comment? Sont-ils hybrides ou sont en présentiel? C'est vraiment, je dirais, très variable. Je dirais, dans la grande majorité, c'est quand même en présentiel. Par contre, je sais qu'il y a des programmes où il y a plus de cours à distance. Il y en a d'autres, c'est plus en présentiel, mais dans l'ensemble, c'est plus en présentiel. Donc, mais il y a encore certains cours à distance. Il y en a qui sont en co-modal, c'est-à-dire qu'on peut suivre le cours à distance ou en classe en même temps. Mais c'est plus en présentiel, je dirais, pour l'instant, là, en tant que tel. Là. Nous, au département, vu qu'on a beaucoup de laboratoires, ben, même quand il y a eu la pandémie, il y avait quand même des cours en présentiel, parce que tous les cours, mettons, description de roche, laboratoire de microscopie, des choses comme ça. Ben là, ce qu'on faisait, c'est qu'on divisait la classe en deux, on prenait des grands locaux, fait qu'on offrait plus de plages, mais ça se passait quand même en présentiel pour les labos. Là. Puis les sorties de terrain ont eu lieu quand même, les camps de terrain ont eu lieu quand même. Donc, tout ça, ça a quand même lieu. Là. OK. Ben, merci beaucoup. C'est tout pour mes questions. Ça fait plaisir. Moi, j'avais une question. Oui, après, je vais prendre Il y avait d'autres personnes? parce qu'il avait sa main levée, là, mais Ah, ok, ben vas-y, je vais te prendre après, il n'y a pas de problème, j'ai du temps. Yousnage, tu avais une main levée?
Bonjour. Oui, bonjour. En fait, j'ai une petite question. Je t'écoute. Bonjour. Bon, pour un doctorant international actuel en 3e année, toujours en géologie, et qui veut continuer ses études au Canada, est-ce possible de faire un autre doctorat ou bien de faire une dégradation en maîtrise? Ouais, OK. Merci Donc, bien. là, la question, c'est au niveau des études graduées. Donc, toi, tu complètes un doctorat ou en fait, tu es en train de faire un doctorat à l'étranger. Puis tu voulais savoir si tu es au Canada, si tu pourrais être admise au doctorat ou si tu dois faire une maîtrise, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Donc, je dirais, c'est encore une fois, c'est un peu du cas par cas, là. Donc, techniquement, si tu es au doctorat dans ton pays, souvent tu serais admissible au doctorat ici aussi. Mais là, après ça, comme je dirais, ceux qui vont, disons, pour faire une offre d'admission, souvent, bon, ben, il faut que tu trouves un directeur de recherche. Puis certains directeurs de recherche qui vont l'accepter, il y en a d'autres qui vont te demander de t'admettre plutôt à la maîtrise d'abord, puis ensuite poursuivre au doctorat. Fait que ça dépend beaucoup du directeur de recherche, mais en tant que tel, habituellement, là, je ne connais pas ton dossier là, en détail, là, mais je dirais en général, les gens qui sont déjà au doctorat à l'étranger peuvent intégrer le doctorat au Canada. Après, c'est un peu du cas par cas selon ton pays, puis le directeur de recherche là, que tu vas identifier là, au Canada. En fait, je suis d'Algérie. OK. Fait que c'est ça. Je pense que on a déjà eu des étudiants d'Algérie à l'Université Laval. Puis quand ils sont au doctorat en Algérie, ils peuvent être au doctorat ici à Laval, mais c'est à vérifier là, avec peut-être au niveau de l'admission. Donc, moi, je t'avoue que je m'y connais plus au niveau du programme de bac. Là. Donc, moins peut-être au niveau à ce niveau-là, mais c'est l'information que j'ai. Là. Sinon, tu pourrais te renseigner peut-être avec le directeur de programme. Là, nous, c'est John Molson, là, le directeur de programme, là, deuxième, troisième cycle là, en sciences de la Terre. Puis il y a ses coordonnées sur le site de notre département. Là, donc, tu pourrais lui écrire, vérifier ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, Jean-Raphaël, je pense. Ah non, c'était lui, Charles-Alexandre, je pense que tu avais. Oui, pour travailler dans les grands ouvrages, c'est plutôt le géotechnique qu'il faut aller. Mettons pont, tunnel, barrage. Ouais, les grands projets de génie, quasiment génie civil, là, je dirais, il faut être en génie souvent géologique pour travailler dans ce domaine-là, parce que souvent, bon, ils vont demander que les gens aient le diplôme d'ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, oui, je dirais les grands programmes de projets de génie comme ça. Souvent, il y a des ingénieurs géologues qui vont travailler sur ces projets-là. Il va y avoir des ingénieurs civils aussi. Il va y avoir un petit peu des deux. L'ingénieur géologue, lui, ben, c'est sûr que par ses connaissances en lien avec les sols, les propriétés des sols, bon, ben, c'est plutôt là qu'il va intervenir au niveau des fondations, lorsqu'on creuse des tunnels, si on veut. Le contrôle des infiltrations d'eau, le comportement des roches aussi. Lorsqu'on va excaver le tunnel, la stabilisation des parois, des choses comme ça. Donc, ça va être plus en lien avec ce que l'ingénieur géologue va faire. Mais dans toute construction de tunnel, ça va être fait aussi en lien avec des ingénieurs civils pour d'autres aspects du projet. Mais oui, c'est ça. Donc, souvent, les gens vont aller dans le domaine là, de la géotechnique. Ils vont prendre cette concentration-là dans le bac. Là, c'était la concentration géotechnique, risque naturel, puis géomatériaux, si on veut. Là. Donc, là, ils vont suivre des cours comme géotechnique plus avancés, des cours de fondation, des choses comme ça. Mettons, si on décide d'aller là-dedans, tu vas plutôt travailler en ville, parce que c'est là que ça s'effectue la majorité des gros travaux. Ouais. Bon, je dirais que les bureaux de génie conseil sont souvent situés dans les villes, les grandes villes. Par contre, les projets sont souvent en région, donc on peut avoir à se déplacer là, comme ça. Là, donc, tout dépendant de l'endroit où il y a le projet. Là. Mais il y a beaucoup de projets en ville. Là, comme s'il y a le troisième lien à Québec avec un tunnel, ben, il va y avoir beaucoup d'ingénieurs géologues qui vont travailler là-dessus. Là, parce qu'il va tout falloir faire des forages pour connaître c'est quoi la nature des roches,
les propriétés des roches, pour être capable de savoir bon, ben, comment que ça va se passer, le creusement du tunnel, comment on va faire le contrôle des venues d'eau, des choses comme ça. Tout ce qui est en lien avec le tramway présentement, toutes les études de sol, c'est fait par des ingénieurs géologues. Donc, tout ce qui est études aussi, caractérisation environnementale, le long du tracé, ils doivent évaluer la qualité des sols aussi. Mais Donc, c'est génial, pour des gros travaux de même, je comprends pourquoi est-ce qu'on fait du 40 heures semaine en tant que genre ingénieur géologue, mais genre quand il faut définir un gisement, je comprends pas comment est-ce que tu peux faire du 40 heures dans une mine pour ça. Genre, me semble c'est pas tant long. C'est genre c'est un cas, tu le fais, puis après ça, c'est fini. Genre, tu passes à d'autres choses. Là, Et- honnêtement, tu sais, au niveau des horaires de travail, ben, tu sais, je pense que tu es comme dans tout emploi, là, tu sais, c'est facile de faire beaucoup d'heures. Là, tu sais, je pense que bon, des fois, on a de la difficulté à se le représenter, là, mais tu sais, même comme professeur, là, tu sais, je pourrais mettre 60 heures par semaine si je voulais. Là, tu sais, puis quelqu'un aurait de la misère à comprendre pourquoi, mais tu sais, il y a toujours plus de travail que ce qu'on arrive à faire, si on veut. Mais après, bon, tu sais, il faut savoir s'arrêter d'une certaine façon. Là. Donc, mais au niveau des nombres d'heures, je dirais, tu sais, les gens ils ont la possibilité de faire travailler beaucoup d'heures, mais tu sais, ils ont la possibilité d'en faire moins aussi. Là, tu sais, présentement, tu sais, c'est important la conciliation travail-famille. Donc, tu sais, on veut encourager aussi de plus en plus les femmes aussi dans la profession. Donc, tu sais, c'est important d'avoir, tu sais, d'accorder justement des congés de maternité, c'est bien reconnu. Ensuite, d'avoir des horaires, tu sais, moins longs. Moi, je connais plein de firmes de génie conseil que les vendredis après-midi, c'est congé pour tout le monde. Le bureau ferme carrément, là. Des gros bureaux de génie conseil, tu sais, pour avoir une qualité de vie intéressante. Tu sais, je pense que quelqu'un qui veut faire son 35-40 heures par semaine, il n'y a pas de problème. Si c'est quelqu'un qui veut faire plus, ben, il n'y a pas de problème non plus. Tu sais, quelqu'un qui a envie de mettre du temps et envie de s'investir dans son travail, faire plus d'heures, faire de l'argent, faire des heures supplémentaires, tu sais, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, quelqu'un qui va en faire moins, tu sais, il n'y a pas de problème non plus. Là, tu sais, c'est tout à fait là, respecté. Là. Super, merci, Michel. Surtout présentement, là, tu sais, les employeurs font tout pour retenir leurs employés. Là, tu sais, ils sont prêts à offrir bien des choses. Là. C'est bon, merci. Oui, Jean-Raphaël. Oui, ben moi, c'est par exemple en sciences de la nature, est-ce qu'il faut faire des cours de plus, comme par exemple chimie organique ou des affaires comme ça, ou pas besoin avec la formation générale, c'est correct avec les cours de maths, physique, puis. Il n'y a pas de préalable là, tu sais, particulier. Tu as juste besoin d'avoir ton diplôme tu sais, de cégep là, de base là, en sciences de la nature, puis tu es admis directement. Là, tu sais. On ne regarde pas les cours, là, options que tu as pris, puis on ne s'attend pas à ce que tu aies des cours en particulier. Là. Tu sais, tout le monde part du même niveau. Puis, de toute façon, en géologie, génie géologique, tout le monde part du même niveau. Tout le monde ne sait rien. Tu sais. On part de ce niveau-là. Là, tu sais, parce qu'effectivement, les gens n'ont pas une formation nécessairement là-dedans. Fait que, il n'y a aucun problème. Là. Il n'y a pas besoin de cotère non plus, dans le fond. Non. Okay. Dans le fond, c'est pas contingenté. Là, dans le fond, dès que tu as ton diplôme, là, je pense, puis que tu as réalisé ton examen de français. Là. Donc, aussi, j'avais vu qu'il y avait des bourses quand tu avais au-dessus de 31, je pense, ou 31. Une bourse d'admission qu'on offre dans les deux programmes, c'est-à-dire que à chaque année, l'étudiant avec la meilleure cote R qui est admis dans le programme de géologie puis de génie géologique, il y a une bourse, je pense, de 1 000 $ qui est offerte pour lui ou elle. Donc, mais c'est tout. C'est pas comme récurrent, là, il ne te la donne pas toutes les sessions. Là. Mais ouais, je pense que c'est ça. Ouais. J'aurais une nouvelle question. Ah, oui. Moi aussi. Bah, merci. Moi, du coup, je voulais faire des études à l'étranger, du coup, au niveau du Québec dans votre formation parce qu'elle me plaît bien. Je suis en 2e année de licence d'université de géosciences. Et, à quel endroit? À Grenoble, en France. OK. Enfin, plutôt vers Chambéry, mais c'est pour vous donner vers les Alpes, quoi. Ouais. Et je voulais savoir si vous aviez une idée de combien d'étudiants votre université, elle prenait à peu près en études à l'étranger. Pour des échanges, pour un échange d'une année, là? Une année ou plutôt un semestre. Une année ou un semestre.
Toi, c'est à Strasbourg que tu as dit? Grenoble? Non, 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 je suis vers les Alpes, vers Grenoble. À Plus, Grenoble, OK, non, OK. Parce qu'on a des ententes avec certaines universités en France. Je parle, comme l'NCGID, mettons, l'Université de oui, Strasbourg. Puis là, on a des protocoles d'entente, puis on admet 3 étudiants, possiblement par année, via ces universités-là. Je pense qu'il n'y a pas de maximum vraiment parce qu'on ne soit pas assez d'étudiants pour qu'on ait à fixer un maximum là, réellement. Là. d'accord. Parce que je pense. sais que mon université, c'est l'université Savoie-Mont-Blanc, a des accords bilatéraux avec votre université, donc c'est pour ça que je demandais. Ouais. Et je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a une autre conférence qui me donnerait peut-être plus de détails par rapport aux études provenant de l'étranger? Ben, pas que nous, on organise pour notre département, mais ça, je te dirais, on voit-tu encore mon PowerPoint? Oui, On le voit, OK. Je te dirais, va sur le portail, porte ouverte ici, là, puis ok, va voir au niveau des conditions d'admission. Là. En tout cas, va les voir, puis ils vont t'orienter vers la bonne ressource. OK? Il y a plein de personnes, là, ressources, là, qui sont disponibles aujourd'hui pour répondre à toutes sortes de questions. Là. Mais donc, va voir là, sur le portail porte ouverte, là, puis tu vas trouver quelqu'un pour te répondre. Là. Mais il y a pas, nous, on n'a pas de présentation prévue spécifiquement sur ce thème-là. Là. d'accord. Mais Et je peux peut-être avoir votre email si jamais j'ai d'autres questions qui viennent par la suite? oui, c'est JM Oui, Lemieux, Lemieux, oui, à commercial, oui, GGL, oui. G comme Gaston, là, ggl.ulaval.ca. Laval. CA pour Canada. Très bien. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, est-ce qu'il y avait une autre question? Je pense, Roxane, tu avais une autre question? Oui, dans le fond, moi, je rentrais candidat aux adultes OK. parce que j'ai pas fait sciences nat, Ouais. puis j'ai pas de diplôme. Puis on m'a dit que j'allais avoir des cours compensatoires. Combien je vais en avoir, savez-vous? Oui, c'est ça. Moi, j'avoue, je ne connais pas tous ces détails-là. C'est vraiment là, au niveau là, des conditions d'admission, là, comme je disais. Là. Donc, on peut aller les Parce que voir. Là. j'ai parlé avec quelqu'un il y a quelques semaines là, pour savoir si je serais admissible. Puis il me dit que oui, puis j'allais avoir juste quelques cours compensatoires parce que j'étais proche d'un diplôme, mais en tout cas, X raisons, ça fait en sorte que non. Puis c'est ça. Il m'a juste parlé de quelques cours compensatoires, mais je voulais avoir le nombre parce que ça va me retarder, veux pas, là, Mm. dans mes études. Bah, moi, j'avoue que ça, j'ai vraiment strictement aucune idée, là, mais comme ici, si tu vas clavarder avec l'équipe de gestion des études, ils peuvent te donner un rendez-vous aujourd'hui. Là, puis tu peux parler avec eux, là, vraiment carrément parler avec eux. Là. Puis là, ils pourraient répondre réellement là, à tes questions. Là, c'est ça le but, là, c'est de voir ton dossier à toi. Là, ils sont là pour recruter du monde, là, fait qu'ils ne vont pas te revirer de bord. Là. Ils vont vraiment prendre le temps de répondre à tes questions. Puis il faut vraiment que tu ailles clavarder avec l'équipe de gestion des études. Dis OK, moi je suis candidate, étudiante, en tout cas, je ne me rappelle plus du terme que tu as utilisé. Puis là, j'ai des questions, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous, puis ils vont te fixer ça, puis ils vont répondre à tes questions. Là. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Monsieur, petite question. Oui. La géophysique, est-ce que c'est une maîtrise après qu'on fait ou comment ça se passe? La géophysique en tant que telle, nous, on a des cours de géophysique au bac. Je pense qu'il y en a, disons, peut-être un ou deux. Là. Pour chacune des disciplines que j'ai mentionnées pendant le bac, là, pour se spécialiser, mais, on a souvent juste un ou deux cours dans ces domaines-là, comme hydrogéologie, ça va être un ou deux cours, géotechnique, un ou deux cours, géophysique, un ou deux cours. Donc, c'est sûr que quand on a terminé notre bac, on a des connaissances dans tout, mais on n'a pas des connaissances approfondies dans rien. T'sais. Bon, après, c'est toujours de savoir l'étudiant, est-ce qu'il s'en va sur le marché du travail, puis il a la chance de trouver un emploi dans le domaine qui l'intéresse, puis là, bon, ben, il va avoir comme un mentor ou en tout cas une formation qui va se poursuivre sur le marché du travail.
Donc, ça, c'est tout à fait possible. Il y en a plusieurs qui vont préférer poursuivre leurs études, réaliser une maîtrise pour aller chercher plus de cours, puis faire un petit projet de recherche aussi, pour se spécialiser dans un domaine. Puis après ça, bon, ben, avoir plus de chances de se trouver un emploi en lien avec ce domaine-là précis qui les intéresse. Fait que je dirais que c'est ces deux voies-là qui sont possibles. Je dirais que c'est sûr que la géophysique, c'est une technique, une méthode, c'est un domaine qui est quand même là, de pointe, puis qui demande des connaissances quand même assez poussées maintenant. Là. Donc, c'est sûr que une maîtrise, c'est pas à négliger là, pour faire des tâches intéressantes là, en lien avec ce domaine-là. Là. Mais admettons qu'on vise un emploi géophysicien, on ne va pas devenir géophysicien en faisant juste le bac. Avec 2 cours, j'imagine que. Non, ben là, c'est sûr qu'après, comme je t'ai dit, ben, c'est comme dans tout. Là, après, sur le marché du travail, il y a des choses qui s'apprennent là, dans les faits. C'est pas tout qui s'apprend à l'université. Là. Donc, il faut que tu aies des connaissances de base en géologie, en géophysique, en maths, tout ça, tu as tout ce qu'il faut. Fait que là, si tu arrives sur le marché du travail, tu as quelqu'un qui continue à te former, qui t'explique les méthodes, tes débrouillards. Je veux dire, tu peux arriver à te spécialiser puis devenir géophysique. Ça se fait. Il y a des gens qui vont suivre cette voie-là. Mais c'est sûr que tu as toujours la voie où tu vas aller suivre des cours à l'université dans ce domaine-là pour te spécialiser. Mais oui, il y en a qui font ça, là, de développer leur expertise là, en industrie. OK, merci. Oui. OK, c'est bon. Donc, ça complète, je dirais, l'activité de ce matin. Donc, je vais faire un petit suivi avec ceux qui m'ont donné leur courriel pour vous envoyer soit la vidéoconférence ou prendre rendez-vous pour la visite. Merci de votre présence, puis en espérant vous voir cet hiver ou à l'automne prochain au département. Merci, passez une belle journée.